Mesdemoiselles, Messieurs, nous nous retrouvons pour la poursuite donc, de l'étude du pelvis. Et après avoir vu les régions osseuses, la mise en place du cadre osseux, nous allons maintenant tout logiquement voir les articulations. Ces articulations vont venir réunir les trois pièces qui composent le pelvis, c'est-à-dire sacrum, os coxal droit, os coxal gauche. Et il y aura trois articulations, deux paires symétriques en arrière, les articulations sacro-iliaques, droite et gauche, et en avant, une articulation impaire et médiane qui est la symphyse pubienne. Nous allons commencer par l'articulation sacro-iliaque qui est importante d'un point de vue clinique. Articulation sacro-iliaque, comme son nom l'indique, une articulation entre le sacrum et l'aile iliaque qui est une portion de l'os coxal. Cette articulation sacro-iliaque, nous décrirons donc un côté, comme pour toutes les articulations lorsque c'est pair, cette articulation est une articulation synoviale. À titre exceptionnel, nous allons utiliser, nous conservons les dessins que nous avons faits dans l'anatomie des os du pelvis, et donc que nous complétons maintenant avec les articulations, cours d'ostéologie qui est en ligne préalablement également disponible à tous et toutes. Donc articulation sacro-iliaque qui est une articulation très particulière d'un point de vue géométrique, qui a peu de mouvement de liberté, presque 0 degré on va dire, mais qui correspond à un rail plein dans un rail creux. Et en plus ce rail présente une angulation. Comme dans le plan classique, donc surface articulaire, moyen de contention, moyen de glissement et mouvement, eh bien nous allons voir la surface articulaire proximale. La surface articulaire proximale va être portée par le sacrum. Nous allons faire ici une vue latérale du sacrum, où nous allons voir un agrandi de la partie supérieure, où nous allons voir eh bien, une surface qui a une forme en L, ou une forme, en tout cas présentant une angulation quasiment à 90 degrés, et la forme de cette articulation, des contours de l'articulation, est comparée soit à un pavillon d'oreille, qu'on appelle donc auricule, soit aussi à un croissant, soit classiquement également à un boomerang. Nous avons ici, sur cette vue latérale du sacrum, les contours de cette surface, qu'on appelle la surface auriculaire du sacrum, et que nous voyons ici en vue latérale droite. Surface auriculaire du sacrum, qui est une portion de rail creux, avec donc un sillon au milieu, dans l'axe, qui est replié également, et deux berges, deux facettes, comme on le retrouvera sur les sections osseuses. Voici ici cette surface auriculaire et ce rail creux. En pratique, nous avons là une section qui serait en forme de V, mais il y a parfois des sections qui sont en forme de W, de N. Donc en fait, c'est un rail qui peut être plus ou moins complexe. Nous sommes là dans la disposition, on va dire, la plus simple. Surface auriculaire, en forme donc, comme son nom l'indique, d'auricule. L'auricule, c'est le pavillon de l'oreille en latin. Auricula, petite oreille, et forme de rail creux. Ceci est porté à la face latérale du sacrum, dont voici la face supérieure de S1. En avant, c'est le promontoire, et voici la face antérieure du sacrum, qui est concave vers l'avant. Et puis ici, nous serons sur les régions postérieures, avec la surface articulaire pour l'arc neural de L5, l'articulation zygapophysaire, et puis ici, c'est la crête sacrale postérieure. Donc là, l'articulation zygapophysaire L5-S1, donc les arcs neuraux en arrière. Voici donc cette vue latérale du sacrum, et donc sur cette vue latérale, nous avons l'avant qui est vers la droite et le haut en haut. Donc voici la surface articulaire proximale sur le sacrum et surface auriculaire. Et donc de l'autre côté, nous allons trouver sur la face médiale de l'os coxal, de l'aile iliaque, nous allons trouver
eh bien, la surface auriculaire de l'os coxal qui est inversement conformée et qui sera donc un rail, une portion de rail plein. Voici ici cette surface auriculaire de l'autre côté, du côté coxal ou iliaque, et nous retrouvons cette forme qui est comparée donc soit à un pavillon d'oreille, d'où le terme surface auriculaire, soit à un croissant, soit à une équerre, soit à un boomerang aussi. Et là, c'est un rail plein, donc avec une crête, comme nous le reverrons sur les coupes, et donc avec deux versants qui vont sur cette crête. C'est donc là quelque chose de convexe, alors que du côté iliaque, du côté sacral, c'est concave. Là aussi, nous pouvons trouver des crêtes accessoires qui amèneraient à des formes en W ou en N, et donc il y a des variations individuelles. Ce sont des surfaces articulaires synoviales, donc c'est du cartilage hyalin, mais c'est un cartilage hyalin un peu particulier qui contient beaucoup de tissus fibreux et comparé à d'autres articulations. Nous sommes là sur la région donc iliaque, avec vers le haut la crête iliaque, et puis nous arrivons au niveau de l'épine iliaque postérieure et supérieure, postérieure et inférieure, puis ce sera la grande incisure ischiatique qui est placée ici en dessous. Nous sommes là sur l'aile iliaque et la crête iliaque, donc en vue médiale. Crête iliaque donc, dont le sommet est au niveau de L4, comme nous l'avons vu, et vers le bas, la surface auriculaire surplombe donc la région de l'incisure ischiatique. Et au-dessus, ici, nous trouvons une région irrégulière qu'on appelle la tubérosité iliaque, où viennent s'insérer des ligaments. Donc ici, les épines iliaques postérieures et supérieures, et postérieures et inférieures. Et donc ceci sera vu en fuite ici. Là, on va rajouter un petit élément. Et nous pouvons ici mettre l'orientation, donc qui est inverse. Nous avons l'arrière, ce qui est postérieur ici à droite, ce qui est en haut ici, et nous sommes ici sur l'os coxal, et donc os coxal, et donc l'aile iliaque, d'où le terme d'articulation sacro-iliaque. Os coxal, l'aile iliaque, l'extrémité postérieure de l'aile iliaque. On va rajouter ici aile iliaque. Donc ces deux éléments vont se faire face et nous allons les retrouver sur les coupes que nous avions pu faire. Voici ici, sur la coupe horizontale A que nous avions faite, qui passe donc par la partie haute, justement par l'aile iliaque et par l'articulation sacro-iliaque, voici ici la section avec rail creux sur le sacrum, rail plein sur l'os coxal. Si nous faisons une vue plus agrandie de ces rails, nous le reverrons encore plus loin, mais nous avons sur l'os coxal un rail plein et sur le sacrum un rail creux. Voici ici le sacrum avec donc ce rail creux. Je vous ai dit, c'est ici une forme de V, mais il peut y avoir une gorge supplémentaire suivant les régions formant donc finalement non pas un V mais un W ou un N. Et en regard, nous avons ici le rail plein qui est au niveau de l'os coxal et de l'aile iliaque. Et ici, comme toujours, nous écartons volontairement les surfaces pour pouvoir voir l'interligne. En pratique, bien entendu, ceci se touche. Et nous sommes là sur l'os coxal et donc l'aile iliaque, articulation sacro-iliaque, rail plein, rail creux. Nous allons retrouver ces éléments ici sur la coupe que nous avions faite, qui est une coupe oblique parallèle à la ligne arquée, c'est-à-dire au détroit supérieur. Voici ici eh bien, le rail creux sacral, le rail plein coxal au niveau de l'aile iliaque, articulation sacro-iliaque.
Nous pouvons maintenant, puisqu'il s'agit d'une articulation synoviale, voir les moyens de contention qui seront une capsule. Cette capsule va être très serrée, c'est-à-dire s'insérant sur les bords de la région cartilagineuse et sera complétée par des ligaments capsulaires qui sont des renforcements antérieurs et postérieurs de la capsule et ligaments à distance qui seront importants à la fois du point de vue maintien mais surtout importants d'un point de vue topographique comme nous allons le voir. Donc nous allons ici prendre plusieurs couleurs pour ces ligaments et pouvoir représenter, comme nous le faisons de manière générale, ici la capsule en vert foncé. Je vous rappelle, manchon, donc confère l'anatomie générale, manchon fibreux, inextensible, ici capsule courte. Pourquoi? Parce qu'il y a peu de mouvement et donc il n'y a pas besoin d'avoir de réserve capsulaire. Voici cette capsule. Nous pouvons tout de suite, ce n'est pas tout à fait classique puisqu'on ferait normalement les moyens de glissement en un deuxième temps, nous pouvons tout de suite placer ici la synoviale en rouge, puisque c'est une membrane épithéliale fine mais très vascularisée, synoviale qui tapisse la face interne de la capsule, mais qui ne tapisse pas le cartilage. Et une fois de plus, lorsque le cartilage est envahi par la synoviale, c'est quelque chose de dégénératif, et donc notamment dans l'arthrose ou des maladies dégénératives, on en redira un mot. Voici ici donc la synoviale, et nous avons donc la délimitation de la fente articulaire sacro-iliaque ici, avec un petit peu de liquide synovial qui permet le glissement. Nous pouvons ici retrouver cette capsule sur cette vue antérieure. Voici la capsule ici qui est donc très serrée au bord de cette articulation. Capsule ici sacro-iliaque droite, capsule sacro-iliaque gauche. Et nous allons retrouver maintenant des ligaments qui viennent renforcer la capsule. Ce sera un ligament antérieur, ligament sacro-iliaque antérieur, qui renforce cette capsule et que nous pouvons mettre ici toujours en vert foncé. Voilà ce ligament iliaque, sacro-iliaque antérieur, qui renforce la capsule. Et nous trouverons de manière similaire un ligament sacro-iliaque sur le bord postérieur de la capsule. Donc voici ces éléments capsulaires et ligamentaires qui sont des renforcements de la capsule. Ce que nous allons retrouver également ici sur cette vue, voilà la région de l'articulation sacro-iliaque avec la capsule et le ligament sacro-iliaque antérieur. Capsule et ligament sacro-iliaque antérieur sur l'hémibassin droit, vu ici en fuite. Et nous pouvons enfin compléter cela sur cette coupe oblique qui ressemble en arrière finalement à la coupe horizontale que nous avons vue. Voici la capsule articulaire sacro-iliaque à droite et à gauche et la synoviale qui tapisse les éléments. Cette capsule est renforcée par des ligaments en avant et en arrière, ligament sacro-iliaque antérieur et ligament sacro-iliaque postérieur, et l'interligne que nous avons fait en agrandi plus loin. Ligament sacro-iliaque antérieur, ligament sacro-iliaque postérieur, ici qui renforce la capsule. Et nous allons trouver en plus en arrière eh bien, un ligament sacro-iliaque dit interosseux qui lui est presque à distance, mais qui épaissit la capsule en arrière. C'est un volumineux ligament qui va être tendu entre la tubérosité du sacrum et la tubérosité iliaque. C'est un ligament très puissant, c'est de loin le ligament le plus puissant de cette articulation, le ligament sacro-iliaque interosseux qui vient quasiment fusionner, avec bien sûr une souplesse puisque c'est du tissu fibreux, eh bien, les deux os et former là quelque chose d'extrêmement solide. Il y a très rarement de disjonction à ce niveau, d'extrêmement solide, et ce ligament interosseux va bien sûr laisser des traces sur l'os, et c'est ce que l'on voit ici sur les tubérosités, rosité iliaque. Voilà la tubérosité, et bien cette région ici correspond à l'insertion du ligament interosseux
que nous pouvons placer ici, ligament interosseux qui s'insère sur ces zones donc, que l'on repère facilement sur l'os sec. Et nous pouvons, sur ces vues, eh bien, placer la section de la capsule articulaire qui est donc serrée au pourtour ici du cartilage, capsule articulaire, l'insertion du côté sacral, capsule articulaire, l'insertion du côté de l'aile iliaque, os coxal, et tapissant la face interne de la capsule, nous allons trouver ici la synoviale, donc, que l'on représente en rouge, c'est purement une convention. Voici cette synoviale qui vient limiter ce qu'on appelle la fente articulaire, donc remplie d'un petit peu de liquide synovial qui permet à la fois nutrition du cartilage et glissement des pièces cartilagineuses en regard. Voici donc la section de cette capsule. Alors maintenant, qu'en est-il des mouvements ? Ce sont des mouvements qui sont très limités, puisque je rappelle que le plus de degrés de liberté, c'est une sphéroïde. Là, on est sur quelque chose de presque plat, qui est en plus encastré avec cet aspect de rail. Et donc, ce sera finalement de simples glissements qui se font autour d'un axe transversal droit-gauche qui passe en gros par le milieu ici de la surface auriculaire. Et à partir de là, nous allons pouvoir avoir deux aspects, un aspect de bascule antérieure ou de bascule postérieure du pelvis. Si l'on représente cela sur une vue tout à fait schématique de la région, nous avons ici donc la région du sacrum. Nous aurons le coccyx ici, très schématiquement la ligne arquée qui nous mène à la symphyse pubienne. Voici ici la région de L5, L4, très schématiquement, la crête iliaque, l'épine iliaque antérieure et supérieure, antérieure et inférieure, l'éminence iliopectinée, la crête pectinéale. Ici, donc, la grande incisure ischiatique, l'épine ischiatique, petite incisure ischiatique, la tubérosité ischiatique, la région du foramen obturatum, la partie postérieure de la crête iliaque. Et cette surface auriculaire se projette ici à la face latérale du sacrum et l'axe de rotation sera ici à peu près au milieu de la surface auriculaire entre S1 et S2. Et autour de cet axe, on va avoir donc des espèces de mouvements de bascule, de rotation autour de l'axe. Et vous avez un premier mouvement où vous avez une bascule ici du bassin vers l'arrière. Dans cette bascule, le coccyx part en arrière, mais le promontoire va vers l'avant, puisque c'est une rotation autour de ce point. Donc, vous avez ici le bassin qui part vers l'arrière, la symphyse qui recule, l'épine iliaque qui avance, rotation autour de cet axe, et ça, ce sera des mouvements qu'on appelle nutation et contre-nutation. Donc ces mouvements dans l'articulation sacro-iliaque, c'est ce qu'on appelle nutation et contre-nutation. En l'occurrence, le mouvement que je viens de représenter, c'est la nutation, et la contre-nutation, c'est dans l'autre sens. Donc nutation, globalement, vous augmentez la lordose lombaire et vous avancez le promontoire, vous reculez le coccyx. Contre-nutation, eh bien, vous avancez la symphyse et vous basculez le promontoire vers l'arrière. Donc, ce sont deux positions possibles. Cambrure augmentée, le bassin bascule nutation, ou au contraire, vous contractez les muscles droit de l'abdomen, et là, vous avez cette nutation. Nutation contre notation, qui sont donc ces mouvements de bascule, qui sont importants dans la vie courante, dans la marche, pour avoir une souplesse à ce niveau, mais aussi qui sont importantes chez la femme en période donc, obstétricale pour l'accouchement. Nous pouvons encore... Donc, mouvements qui sont, somme toute, très limités. Mais si on a un problème au niveau sacro-iliaque, bien entendu, on aura l'impression d'être un petit peu bloqué au niveau du tronc et surtout d'avoir des douleurs. Et ces articulations sacro-iliaques sont le siège de pathologies rhumatismales inflammatoires et c'est notamment eh bien, ce qu'on appelle la sacro-iléite, cette inflammation
rhumatismale de ces articulations qui rentrent dans le cadre de toute une série de pathologies rhumatismales dont la spondylarthrite ankylosante et qui débutent souvent vers 20 ans. Donc, ce sont des gens qui ont des douleurs au niveau des articulations sacro-iliaques. Et quand on fait le bilan, on voit que le cartilage est érodé et c'est en général quelque chose d'évolutif qui peut toucher d'autres vertèbres et donc qui va nécessiter bien sûr un suivi rhumatologique très précis et méticuleux. Ce sont des domaines qui ont énormément évolué et notamment à Strasbourg, l'équipe de rhumatologie est très pointue là-dessus puisqu'il y a derrière des aspects immunitaires. Nous allons trouver ensuite l'articulation donc de la symphyse pubienne. Comme son nom l'indique, c'est une symphyse, c'est-à-dire que c'est une articulation qu'on appelait autrefois semi-mobile, où il n'y a finalement pas vraiment de mobilité, c'est simplement une souplesse, confère là aussi le cours d'anatomie générale des articulations que nous avons fait et qui est en ligne. Et nous trouvons ici, eh bien, sur la vue antérieure, ce disque articulaire de la symphyse pubienne, qui est composé de tissus fibreux et fibrocartilagineux que nous voyons ici sur la vue antérieure. Et ce disque symphysaire pubien, qui est analogue au disque intervertébral, mais orienté dans l'autre sens, ce n'est pas du haut vers le bas, mais c'est de droite à gauche, cette symphyse va être renforcée par des ligaments. Nous trouvons un ligament supérieur, qui est appelé aussi suprapubien, et nous trouvons surtout un ligament inférieur qui est très développé et qu'on appelle le ligament arché sous-pubien ou ligament sous-pubien. Ligament arché sous-pubien qui est le plus puissant de ces ligaments et qui vient renforcer le disque. Voilà le ligament arché sous-pubien qui réunit les parties pubiennes droite et gauche et vient former une sorte d'arche fibreuse ici à la partie basse du pelvis, partie basse et antérieure du pelvis. Donc symphyse pubienne avec le ligament supérieur qui est peu développé, mais surtout ce ligament inférieur sous-pubien. Si nous regardons les éléments sur la coupe sagittale, nous pouvons ici rappeler la structure du disque, c'est-à-dire trouver une partie périphérique composée de lamelles fibreuses concentriques, comparées parfois à la structure du bulbe d'un oignon, avec donc ici ces régions concentriques. C'est la structure de base d'une symphyse, c'est du fibrocartilage, essentiellement du tissu fibreux, ça souffle dans le micro, un peu du tissu fibreux et des cellules de type cartilagineuse qu'on appelle cellules chondroïdes. Et dans la partie centrale, nous trouvons une partie gélatineuse qu'on appelle le nucleus pulposus et qui est donc d'un aspect plus liquide et qui forme comme une sorte de noyau inextensible qui va permettre des mouvements de rotation autour de ce noyau. C'est ici une simple élasticité au niveau de la symphyse pubienne. Et cette symphyse va être renforcée par un ligament supérieur, suprapubien, qui est peu marqué, mais surtout renforcée ici par un puissant ligament arché sous-pubien, qui lui est très puissant et très résistant. Nous pouvons retrouver cela sur la coupe ici oblique suivant la ligne arquée, avec le disque articulaire, disque symphysaire pubien entre le pubis droit et le pubis gauche, l'os coxal droit et l'os coxal gauche, et dans la région centrale, le nucleus pulposus, donc annulus fibrosus, nucleus pulposus, c'est ici donc la symphyse pubienne. Voilà ces points articulaires, c'est-à-dire nous avons les articulations sacro-iliaques, droite et gauche, articulation sacro-iliaque, droite et gauche. Et nous avons, qui sont donc des articulations synoviales, avec ces pathologies spécifiques rhumatismales. Et vers l'avant, nous avons ici la symphyse pubienne. Et là, avec 0 degré de liberté, c'est une simple élasticité. En obstétrique,
quand il y a une filière obstétricale qui est limitée, on peut, dans certains cas, procéder à ce qu'on appelle une symphysiotomie. C'est-à-dire, pour gagner de la place, on va sectionner ici le disque articulaire, on sectionne la symphyse, ce qui va permettre d'écarter de quelques centimètres les deux côtés et donc de gagner de la place. Ça se pratique suivant les régions ou suivant les pays, c'est en voie quand même sans doute de disparition pour privilégier en règle générale la césarienne. Donc voici ces éléments et vous voyez qu'on a donc un anneau ici qui est soudé. Nous allons par des articulations avec peu de mouvements. Nous allons maintenant voir qu'il y a des ligaments à distance. Ligaments à distance que nous allons voir d'abord sur l'hémibassin droit. Le premier ligament que nous allons voir s'appelle le ligament sacro-épineux. C'est un petit ligament qui a une forme triangulaire qui s'insère sur la partie basse du sacrum, sur le bord latéral de la partie basse du sacrum et sur le bord latéral du coccyx. La base de ce ligament est donc sur le sacrum et le coccyx, et le sommet du triangle de l'insertion terminale se fait sur l'épine ischiatique. Voici ce ligament sacro-épineux. Sacro, parce que c'est le sacrum qui est l'os le plus important, mais c'est aussi le coccyx. Épineux, parce qu'il vient se terminer sur l'épine ischiatique. Ligament sacro-épineux, qui a ici une forme triangulaire, et que nous voyons. Nous comprenons déjà que ce ligament sacro-épineux va venir limiter un orifice au-dessus et un orifice en dessous, d'un point de vue, donc là maintenant, ostéofibreux. Voici ce ligament sacro-épineux. Nous aurons l'occasion de le replacer de multiples fois avec d'autres vues, et nous pouvons le retrouver ici, sur cette vue. Voilà le ligament sacro-épineux qui vient avoir une forme triangulaire et converger vers l'épine ischiatique, ligament sacro-épineux sur la vue antérieure. Puis nous allons pouvoir placer un autre ligament qui lui est beaucoup plus important, beaucoup plus puissant, qui est le ligament sacro-tubéral. Sacro-tubéral, il va s'insérer sur le sacrum d'une part, sur la tubérosité ischiatique d'autre part. C'est un ligament beaucoup plus étendu et beaucoup plus puissant qui s'insère tout le long sur toute la hauteur du bord latéral du sacrum. Donc l'insertion se fait sur la hauteur latérale du sacrum ici, et ce ligament est situé en dehors et donc légèrement en arrière du précédent. Nous allons voir ces fibres qui vont venir converger de cette vaste insertion, qui viennent converger vers la région de la tubérosité ischiatique. Voilà ce ligament sacro-tubéral, qui est donc placé latéralement, mais aussi donc légèrement en arrière, puisque ces éléments sont obliques, comme nous l'avons vu, rien n'est dans un plan frontal pur ou dans un plan sagittal pur. Voici ici ce ligament sacro-tubéral qui est très puissant, très épais, qui se termine ici sur la tubérosité ischiatique et qui, par sa face externe, qui par sa face latérale, donnera surface d'insertion pour des fibres du muscle grand fessier. Donc, ceci augmente les zones d'insertion musculaire. Le ligament sacro-tubéral. Ligament sacro-tubéral que voici, et nous pouvons préciser, et nous le reverrons, que ce ligament sacro-tubéral envoie un prolongement qu'on appelle souvent le prolongement falciforme en forme de faux, qui vient remonter le long du bord inférieur de la branche ischiopubienne. Nous en reparlerons venant délimiter ici un canal. Le prolongement falciforme de ce ligament sacro-tubéral. Nous voyons un petit bout de ligament sacro-tubéral ici qui vient s'insérer sur le bord latéral du sacrum et vient rejoindre la tubérosité ischiatique. Nous voyons donc bien que ce ligament est placé latéralement, mais aussi en arrière du ligament sacro-épineux. Voici ce ligament sacro-tubéral. Ce sont là des éléments de base que nous retrouverons dans les différents cours. Ligament sacro-tubéral, donc, que voici. Ces ligaments sont des ligaments à distance, puisqu'ils ne renforcent pas la capsule, c'est une définition des ligaments à distance. Ils viennent à la fois
renforcer l'adhésion entre le sacrum et les os coxaux. Donc c'est bien un moyen de contention articulaire, mais aussi, on l'a dit, ils viennent servir d'insertion pour des muscles. Donc on augmente les surfaces d'insertion musculaire par rapport à ce qui est osseux. Et également, ils vont avoir un rôle topographique fondamental. En effet, vous avez vu au niveau de l'os qu'il y avait simplement deux incisures, la grande incisure ischiatique, la petite incisure ischiatique, limitée par la tubérosité ischiatique. Et donc c'était ouvert. Alors qu'à présent, lorsqu'on prend en compte ces formations ligamentaires, nous voyons qu'il y a un orifice qui se forme au-dessus de l'épine, un orifice ostéofibreux et un orifice en dessous. C'est ici maintenant la notion de foramen pelvien, supérieur-inférieur. Nous en reparlerons de ces orifices dans lesquels passeront muscles et éléments vasculo-nerveux. Donc ceci forment bien sûr les seuls orifices de sortie des éléments du membre inférieur vers le tronc, vers le bassin et vers l'abdomen. Nous ne voyons pas ces ligaments sur cette vue. Nous pouvons compléter maintenant cela par d'autres systèmes à distance, et c'est notamment le ligament ilio-lombaire. Ce ligament ilio-lombaire, comme son nom l'indique, va partir de l'aile iliaque os coxal et va aller vers la colonne vertébrale lombale. C'est un ligament qui est composé de deux faisceaux, un faisceau qui va aller de l'aile de la crête iliaque au processus transverse de L5, et un autre élément un deuxième élément du ligament ilio-lombal qui va aller ici de la crête iliaque au processus transverse de L4. Voilà ce ligament ilio-lombal ou ilio-lombaire, avec donc deux composants, un composant vers le processus costiforme de L4 et un vers le processus costiforme de L5. Ici, vous voyez également que cela vient délimiter finalement des orifices ostéofibreux. Ces orifices ostéofibreux existent à tous les niveaux, mais de manière différente de la colonne vertébrale, et dans ces orifices passeront les branches des nerfs spinaux, branches antérieures des nerfs spinaux. Et donc, c'est l'équivalent ostéofibreux de ce qu'on a ensuite d'un point de vue strictement osseux, qui sont les foramen sacraux. Donc il ne faut pas oublier, bien sûr, ces dispositions. Ce ligament ilio-lombaire est à la fois donc, un ligament qui unit le bassin de manière extrinsèque au reste du tronc, à la colonne, ligament ilio-lombaire, mais aussi un rôle topographique, donc de séparation, de cloison pour les éléments de passage, notamment les nerfs, branches antérieures des nerfs spinaux. Et puis, dans les articulations extrinsèques, nous pouvons maintenant placer les disques intervertébraux. C'est le disque L5-S1 qui est particulièrement épais et que nous voyons ici par sa face antérieure. Nous ne rentrons pas dans le détail des articulations vertébrales, c'est un cours qui a été fait par ailleurs, et il y aurait en avant le ligament longitudinal antérieur, vertébral, qui viendrait renforcer l'ensemble, mais ce n'est pas la question ici. Simplement, nous voyons qu'il y a une région très fixe qui est le pelvis, et au-dessus, une région mobile avec ces disques qui peuvent se comprimer au cours de la journée avec la pesanteur et le poids. On est plus grand le matin que le soir, d'autant plus si on est jeune, parce qu'avec l'âge, ces disques perdent de leur élasticité. Et bien sûr, ils vont être très sollicités, puisque nous sommes là dans une région de charnière entre quelque chose qui est mobile et quelque chose qui est rigide. Et donc, le disque L5-S1 et le disque L4-L5 sont très souvent le siège de déchirure et de hernie discale, d'où les sciatiques de type L5 ou de type S1. Et ceci est le même principe que pour un fil ou pour tout système électrique. Par exemple, si on comparait cela à ce micro et au fil, le fil ici est mobile, c'est la colonne vertébrale lombale, elle est mobile parce qu'il y a les disques, et là on a le sacrum, qui est une région rigide. Eh bien, où est-ce que ça va casser? Eh bien, ça casse toujours, c'est comme pour une prise, ça casse toujours ici, à la jonction entre la partie mobile et la partie rigide. Eh bien, ça, c'est la colonne lombale, ça, c'est le sacrum. Et donc, où est-ce que ça vient casser? Ça vient casser à ce niveau-là. C'est là où les hernies discales sont les plus fréquentes. Ces hernies discales, je vous rappelle, c'est quelque chose qui est très fréquent. La colonne vertébrale est faite pour travailler en compression et non pas en flexion et rotation. Ça veut dire que
On peut porter quasiment n'importe quel poids sur la tête. D'ailleurs, il suffit de regarder ce qui est fait de façon admirable dans des populations africaines où les femmes, les enfants et les hommes peuvent porter des charges extrêmement lourdes et volumineuses sur la tête, et ceci avec un équilibre parfait et sans aucune lésion de la colonne. Donc la colonne et le disque fonctionnera bien en compression. En revanche, ce qui est une catastrophe pour les disques, c'est la flexion et surtout la flexion-rotation. Donc d'aller soulever quelque chose en se pliant en avant, rotation et tourner, là vous risquez de déchirer le disque et d'avoir une hernie discale. Il nous reste à placer un élément fibreux qui est ici la membrane obturatrice qui vient fermer l'essentiel du foramen obturatum. C'est une membrane fibreuse assez épaisse et qui laisse à la partie antéro-supérieure, avec des fibres ici entrecroisées, qui vient laisser à la partie antéro-supérieure eh bien, une zone libre, et c'est là maintenant non plus seulement une gouttière osseuse, mais un canal ostéofibreux, c'est ce qu'on appelle le canal obturateur, où nous verrons là aussi des éléments qui pourront s'engager. Donc ce qui paraissait finalement très ouvert au départ, nous le voyons avec les structures fibreuses, vient se remplir progressivement, et là ici, nous retrouvons cette membrane obturatrice, laissant juste à la partie antéro-supérieure eh bien, l'orifice externe du canal obturateur qui vient permettre le passage du pédicule vasculonerveux obturateur, comme nous le reverrons, artère, veine et nerf obturateur. Voici pour ces éléments, et je mettrai un dernier petit point en détail, qui est une structure fibreuse qu'on appelle le ligament inguinal. En fait, ce n'est pas un vrai ligament parce que il réunit deux pièces d'un même os. Or, la définition d'un ligament, c'est bien de réunir deux os différents. Ce ligament inguinal est tendu entre l'épine iliaque antérieure et supérieure et l'épine du pubis. Nous aurons l'occasion de le redire et de le revoir. Et c'est en fait un renforcement du bord inférieur de l'aponévrose, c'est-à-dire du tendon aplati du muscle oblique externe de l'abdomen. Et ici, vous avez ce ligament inguinal qui vient donc délimiter avec le bord antérieur de l'os coxal eh bien, un canal qui est le canal fémoral dans lequel vont passer muscles et les éléments vasculonerveux comme nous le reverrons. Nous pouvons enfin, puisque je vois ici que ce n'est pas complet, nous pouvons ici placer eh bien, les disques intervertébraux sur la coupe. Donc ceci nous permettra de voir la structure de l'annulus fibrosus en périphérie, et le nucleus pulposus, lui, est décentré. Il n'est pas au milieu, il est légèrement décentré vers l'arrière. Et donc, lorsqu'on est en flexion et rotation, on a des contraintes qui peuvent amener à une déchirure de l'annulus fibrosus, et cette déchirure permet au nucleus pulposus, qui est gélatineux ici au centre, de s'écouler vers l'arrière et de venir comprimer une racine de nerf spinal, souvent L5-S1, provoquant une douleur, voire en un second temps une paralysie. C'est ce qu'on appelle la sciatique, la sciatalgie, la douleur sciatique. Pour terminer, pour ce qu'on appelle la pelvimétrie, la mesure du pelvis, je voudrais juste évoquer un point qui pourrait nous retenir longtemps, mais qui est l'aspect du dimorphisme sexuel. En effet, puisqu'il y a une fonction différente chez l'homme et chez la femme, en particulier donc la grossesse, le développement intra-utérin et la filière obstétricale, le bassin n'aura pas les mêmes nécessités chez l'homme et chez la femme. Chez l'homme, le bassin peut être plus étroit dans la mesure où il n'y a pas de nécessité d'accouchement. Donc, en moyenne, nous allons trouver des bassins de type masculin qui seront relativement étroits, avec des ailes iliaques assez serrées, un aspect vertical. Et nous allons trouver au contraire des bassins larges, avec des ailes iliaques ouvertes et un orifice du détroit supérieur plus large, qui caractérisera un bassin de type féminin. Un bassin de type masculin, c'est un bassin de type androïde. Un bassin féminin, c'est un bassin de type gynoïde. Ceci est le type, mais en particulier, en façon précise, vous pouvez trouver des hommes qui ont des bassins de type féminin, gynoïde, et des femmes qui ont des bassins très étroits de type masculin.
Pour un homme, ça donnera effectivement des hanches qui sont très larges. Pour une femme, ce sera gênant pour l'accouchement d'avoir un bassin trop étroit. Donc il faut faire très attention aussi, à l'heure actuelle, à des images qui sont véhiculées, notamment de mannequins dans la mode, où on voudrait imaginer des femmes avec des hanches extrêmement fines, finalement, de type masculine, mais il est évident que cette morphologie n'est pas du tout satisfaisante d'un point de vue obstétrical. Et c'est d'ailleurs pour ça que dans la plupart des cultures et de tous les temps, on a choisi des femmes qui avaient des hanches et des bassins très larges, parce que ce sera un avantage pour l'accouchement et pour la reproduction. Et donc, quand vous regardez quelqu'un, ce sont ici des types, mais vous pouvez trouver des hommes qui ont un corps extrêmement long et puis finalement un bassin très large, donc qui ne sera pas éventuellement en harmonie avec l'ensemble du corps, comme vous pouvez trouver des gens qui, au contraire, vont avoir un bassin extrêmement étroit, aussi chez des femmes. Donc il y a le type masculin, androïde, féminin, gynoïde, mais ce type n'est pas du 100%, et donc quand on voit un bassin isolé, vous ne pouvez pas dire à 100% s'il s'agit d'un bassin d'homme ou de femme. Vous avez des hommes qui ont des bassins de type masculin ou féminin, ou neutre, intermédiaire, et réciproquement des femmes qui ont des bassins très étroits, ce qui peut correspondre à une esthétique actuelle, mais très limitée dans le temps et dans l'espace, mais qui sera un inconvénient pour l'accouchement. Voilà pour ces quelques éléments, ça pourrait nous retenir des heures, et ce sera bien sûr développé notamment dans les cours de maïeutique. Je vous remercie pour votre attention.